Monsieur Zidane, bonjour et bienvenue dans Regard sur l'Afrique. Aujourd'hui, deux sujets, sinon deux actualités retiennent notre attention. D'abord, nous allons parler d'une avancée concrète dans la libre circulation en Afrique. Il s'agit du Togo qui a ouvert ses portes à tous les ressortissants africains sans visa. Ensuite, nous irons au Sénégal pour parler du président Bassirou Diomaye Faye qui a entamé une série de consultations dans le cadre de la journée du dialogue. Eh bien, deux sujets, deux visions de ce que peut être, n'est-ce pas, une gouvernance tournée vers l'Afrique et les Africains. Eh bien, nous allons décortiquer ensemble ces deux sujets et ce sera bien évidemment avec le confrère Anissé. Alors, chers confrères, bonjour et merci de nous rejoindre dans Regard sur l'Afrique. Bonjour Prudence et merci encore une fois d'avoir préparé cet échange et j'espère que vous allez bien. Ah oui, je vais bien, merci. Hein. Ravi de vous revoir. J'espère que c'est la forme également de votre côté. Oui, ça va, ça commence à faire chaud ici et le Ah oui, froid est derrière nous. ah oui. D'accord. Alors, revenons à notre sujet, hein, comme planter le décor. Je le disais tantôt, c'est depuis le 18 mai dernier. Alors, tout voyageur africain muni d'un passeport peut entrer au Togo sans visa et pour un séjour allant jusqu'à 30 jours. Eh bien, une simple déclaration en ligne suffit à soumettre, voilà, au moins 24 heures avant l'arrivée. Eh bien, le Togo rejoint ainsi, j'ai envie de dire, un club encore très restreint de pays africains. Il s'agit du Bénin, du Ghana, du Rwanda et les Seychelles, également la Gambie, voilà, qui ont fait également ce choix-là d'ouvrir les portes à tous les ressortissants africains sans visa. Alors la première question est de savoir, est-ce que le Togo se présente, n'est-ce pas, d'accord? Le Togo se présente comme un futur hub régional de services et d'affaires. Eh bien, cette suppression de visa est-elle d'abord une décision économique ou doit-on voir un geste politique en faveur de l'intégration africaine? Vous demandez si le Togo va devenir un hub d'affaires. J'ai envie de dire Ouais, en fait, que oui, le Togo, il se présente comme ça. Le Togo se présente déjà comme un futur hub régional de services et d'affaires. Alors, la oui. question de savoir est-ce que la suppression des visas est-elle d'abord une décision économique ou on doit voir en cela un geste politique en faveur de l'intégration africaine? C'est d'abord une décision politique, il faut bien le dire. Mais l'objectif visé également est de favoriser les échanges économiques et évidemment aussi de faire en sorte que le Togo soit un pays attractif. Je pense que c'est le but visé, donc de favoriser le tourisme et évidemment aussi d'attirer les investisseurs, puisque s'il y a beaucoup de voyageurs qui vont au Togo, s'il y a beaucoup de touristes au Togo, cela aussi peut contribuer à faire en sorte que des investisseurs s'aperçoivent que cela peut évidemment favoriser les affaires. Donc, je pense que c'est l'objectif visé. Vous avez dit au début, avec raison, qu'il y a d'autres pays qui sont allés dans la même direction. Vous en avez cité quelques-uns. Je pense aussi qu'il y a le Kenya Oui, qui va dans ce sens. Mais tous ces pays-là, exactement. ouais, tous ces pays-là qui se présentent, et d'ailleurs comme concurrents dans cette histoire, ce qu'ils veulent, c'est attirer les gens, les voyageurs. Et donc, pour répondre à Mhm. votre question, la décision est d'abord politique, mais c'est surtout pour avoir des gains politiques et des gains économiques derrière. Est-ce que cela va réussir? On verra, mais dans tous les cas, c'est l'objectif visé. Ah oui, c'est l'objectif visé.
J'ose croire que les gouvernants mettent en place ce qu'il faut pour véritablement attirer non seulement les investisseurs, mais également les touristes. Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Alors, disons que on compte sur les doigts d'une main, on peut compter, hein, voilà, sur les doigts d'une main les pays africains, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, euh, qui ont franchi ce pas. Alors, disons, qu'est-ce qui freine les autres gouvernants? Hein, qu'est-ce qui freine les autres gouvernants? Est-ce qu'une question, la sécurité, les intérêts économiques ou simplement voilà, on a envie de dire le poids des habitudes héritées de la colonisation? Et En soi, d'ailleurs, qu'est-ce qui freine? il faudrait se poser la question pourquoi est-ce que euh, ces pays-là, ce club des pays qui ont pris ce genre de décision, se sont limités au continent africain. Alors que peut-être que Ouais, s'ils supprimaient le visa pour les pays européens, les pays occidentaux, les pays asiatiques plus prospères, cela aussi pourrait attirer des gens, des voyageurs, des touristes venus de ces continents-là. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être une sorte de panafricanisme, mais c'est aussi parce que peut-être les pays mm, lointains ne s'engageraient pas sur un niveau de réciprocité. Alors que quand vous prenez ce genre de décision, vous attendez également que les pays qui envoient leurs ressortissants chez vous puissent également supprimer les visas pour vos ressortissants à vous. Et donc, c'est une façon de voir les choses, mais je pense qu'il faudrait, de toutes les façons, moi, personnellement, j'ai jamais été pour les visas, puisque le droit d'aller et venir est un droit consacré par le droit international, par presque toutes les constitutions du monde. Mais quand on a envie de voyager, il y a justement ces restrictions de visa, des pays exorbitants, tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des pays africains qui ne vont pas dans le même sens? C'est lié peut-être à l'histoire, mais également à la géographie, mais surtout aussi à une forme de vision politique. Je vais ouais, parler par exemple des pays du Maghreb, ce qu'on disait la dernière fois, qu'il y a des pays du Maghreb qui s'engagent sur la voie du xéno, de la xénophobie, on peut dire, parce qu'ils veulent s'attaquer contre l'immigration illégale. Quand vous voyez les pays du Nord, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et même la Libye, même si c'est un pays dont la sécurité maintenant laisse à désirer, mais tous ces pays-là, justement, ont signé des accords avec les pays européens pour freiner l'immigration subsaharienne vers l'Europe. Alors, ces pays-là, qui ont signé de tels accords avec les pays européens qui luttent contre l'immigration clandestine, vous comprenez bien qu'ils ne veulent pas attirer les Africains de l'Afrique noire. C'est pour cela, je pense, qu'il il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas une sorte d'harmonisation sur ce plan-là de tous les pays africains, puisque les intérêts divergent. Et puis, normalement, je disais tout à l'heure que les pays qui prennent ce genre de décision le font sur une forme de concurrence, parce que chacun veut attirer plus de touristes chez lui, cela se comprend. Mais si vous essayez de voir également, vous constaterez que cela devrait se faire au niveau de l'Union africaine. C'est l'Union africaine, évidemment, avec la zone économique de libre-échange qui est en voie de création, qui n'est pas encore opérationnelle, mais que tout le monde appelle de ses voeux. Mais comme vous voyez justement, quand il y a une telle initiative, ça devrait également s'accompagner. Un marché commun
fonctionne bien, quand également il y a une circulation libre des biens et des personnes. Or, justement, s'il Mm. y a de telles divergences de vues, ça veut dire que l'Union africaine n'est pas peut-être l'instance la mieux placée pour supprimer les visas. C'est pour cela, justement, que les pays le font en solo. Voilà. Alors, disons que la ZLECAf, la zone de libre-échange continental africain, euh, est censée faciliter la circulation des personnes et des biens depuis 2021. Vous venez d'évoquer tout à l'heure l'Union africaine, y compris la CEDEAO et tout ça là. Tous ces pays, sinon de façon générale, chacun évoque la libre circulation des personnes et des biens. Alors, si vous l'avez également évoqué, chaque pays le fait en solo, de son côté, comme il le sent et tout. Est-ce que cela se fera un jour de façon générale ou bien ça ne se fera jamais? Je pense que ça va être compliqué. On évoquait la dernière fois justement ce problème. Par exemple, on a vu le problème de xénophobie dont on a parlé la dernière fois. Cela ne facilite pas l'intégration continentale. Ça veut dire qu'il y a des pays qui se regardent en chien de faïence parce que justement, il y a des événements, par exemple, en Afrique du Sud. On a évoqué également ce qui s'est passé à Tripoli en l'an 2000. Mais il y a de toutes les façons des Oui. personnes, pardon, des pays qui n'acceptent pas facilement des étrangers sur leur sol. Et juste, évidemment, si vous n'acceptez pas des étrangers sur votre sol, cela va être compliqué de signer de tels accords. C'est pour cela d'ailleurs que cette zone économique et de libre-échange sur le plan africain rencontre beaucoup d'obstacles. Parce que il sera très difficile de dire au président tunisien, par exemple, d'accueillir chez lui de façon libre, de supprimer les visas pour les pays subsahariens. Ce sera très compliqué pour lui, par exemple. À la question que j'allais aussi également me poser, pour, justement en parlant de cette décision prise par les autorités togolaises, je me disais si c'est justement en visant les hommes ou les Africains les plus fortunés. Parce qu'à ce que je sache, au niveau régional, les gens peuvent voyager sans visa. C'est le cas, je pense, au sein de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est également le cas, je pense, Oui. aussi euh, au sein de l'EAC, la communauté économique des États de l'Afrique et de l'Est, pour ne parler que de ces deux organisations d'intégration régionale. Alors, si au sein de la CEDEAO, les gens peuvent déjà voyager sans visa, si au sein de l'EAC, les gens peuvent voyager sans visa, ça veut dire que la décision qu'a prise le Togo, ça concerne plutôt les pays lointains. Ça veut dire les pays d'autres régions que l'Afrique de l'Ouest. Ce qui voudrait dire, c'est pour cela Oui. que je dis que ça vise plutôt les gens fortunés, c'est que pour un Africain moyen, voyager d'un pays à l'autre déjà demande des moyens. C'est pas facile de partir du Zimbabwe pour aller au Sénégal. Même sans visa, ça vous Tout à demandera tout fait. de même un billet d'avion et c'est pas donné à tout Mhm. le monde d'avoir le billet d'avion. Donc, si déjà vous êtes capable de vous payer un billet d'avion, c'est que déjà vous pouvez vous payer aussi un visa. Ça veut dire que cette décision, je ne dirais pas qu'elle est inutile, mais ça vise plutôt, c'est pour cela qu'on disait que c'est une décision politique. Ça, je pense que les autorités togolaises, comme les autorités d'autres pays qui ont pris ce genre de décision, ce qui les vise surtout, c'est d'attirer les ressortissants des pays un peu lointains, d'attirer leur attention afin qu'ils viennent
voyager justement en tourisme vers ces pays-là. Parce que l'Afrique moyen, je pense que vous savez, l'économie, la vie sociale est souvent précaire de nos compatriotes africains. Les gens vivent dans des conditions plutôt misérables. Alors, un Africain moyen, vous ne lui demanderez jamais d'avoir un billet d'avion, de quitter, disons, le Kenya pour aller au Togo. Ce sera très compliqué. Si vous êtes capable de le faire, c'est que déjà, vous êtes quelqu'un de plus ou moins fortuné. Vous menez, disons, une vie déjà aisée et voyager déjà, même s'il fallait payer un certain prix pour un visa. Peut-être on va vous faciliter les démarches, mais déjà pour quelqu'un qui a des moyens, voyager d'un pays africain à l'autre n'était pas, bien sûr, pas compliqué. Oui, ça va être très, très compliqué. D'ailleurs, à la sortie du communiqué en question, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux, même au sein de la population. Alors, la question que beaucoup se posent, entre autres, et les Togolais qui vont payer, voilà, pour avoir des visas et accéder à d'autres pays, comment est-ce que eux ils font? Et d'autres aussi, il y a les questions sociopolitiques vu la situation du pays et voilà, la gouvernance et tout, beaucoup se demandent qu'est-ce qu'il y a à visiter au pays. Et maintenant, si on vous ouvre les portes, vous qui allez venir visiter, qu'est-ce que vous allez voir? Ce n'est pas quelque part, vous êtes en train également d'approuver hein, ce qui se fait de mal, hein, il faut le dire entre griffes, aux Togolais. Voilà, accepter la tyrannie. Euh, je ne vais pas entrer dans des considérations politiques, justement. On sait bien que la gouvernance en Afrique, de façon générale, n'est pas très démocratique. Euh, mais Mm. je pense tout simplement que ce qui était visé, c'est l'économie. Est-ce que les gens vont refuser de se rendre dans un pays puisque il y a une sorte d'autocratie ou, pour ne pas dire, de Sorte de dictature. dictature? Je ne sais pas. Parce que quand vous voyagez, souvent vous êtes attiré par des discours politiques plutôt alléchants. Et donc, Mm. quand vous vous laissez séduire, vous irez certainement. Hein. Je sais que il y a des gens qui aiment bien se rendre dans des pays. Évidemment, vous y allez quand vous avez des intérêts. Et puis, même si le pouvoir qui est là est un pouvoir qui ne respecte pas les principes démocratiques de base, mais quand vous êtes un étranger, quand vous allez séjourner, ne fût-ce qu'un mois, je pense qu'au Togo, on a parlé de 30 jours. Mais ça veut dire que ces gens-là, normalement, ne sont pas inquiétés. Dans n'importe qui ou dans n'importe quel pays, si vous êtes un voyageur, que vous n'allez pas passer beaucoup de temps dans ce pays-là, normalement, vous n'êtes pas inquiété. Évidemment, si vous ne vous permettez pas de critiquer de façon ostentatoire, il n'y aura pas de problème. Mais en principe, pour les étrangers dans des pays, disons, dictatoriaux, les voyageurs aux étrangers ne sont pas inquiétés. Mais le pouvoir fait tout, par contre, pour montrer que ce qui est dit dans les médias par l'opposition, disons, n'est pas quelque chose de très sérieux, que le pouvoir traite plutôt les étrangers de façon hospitalière, que c'est un pays accueillant, tout ça, on voit un peu partout en Afrique et c'est comme cela. Les gouvernements aiment montrer aux voyageurs étrangers que c'est un pouvoir accueillant et que ce qui est fait par les critiques n'est pas à prendre au sérieux. Lorsque le Kenya, l'Angola, le Bénin, tout ça, le Rwanda ont, voilà,
exemptés de visa Oui. aux ressortissants africains. Est-ce que ce n'est pas une sorte de pression, j'ai envie de dire positive, sur les autres États africains, les États africains, ou bien, enfin, cela ne serait pas un effet d'entraînement pour que eux aussi prennent le pas sur ces pays-là? Il mettrait plutôt la pression sur l'instance panafricaine et que l'organisation, l'Union africaine, par exemple. Normalement, je disais tout à l'heure que ce genre de décision devrait être prise par l'Union africaine. Mais il y a des disparités qui ne prennent pas un consensus dans ce sens-là. C'est pour cela que je dis que les pays sont obligés de prendre des décisions à chacun pour soi, alors que normalement, ce sont des décisions qui devraient être prises ensemble. Sur le plan continental, maintenant qu'on a cette organisation, l'Union africaine. Est-ce que ces pays qui prennent ce genre de décision mettent la pression sur les autres? Dans un sens, oui, puisque bien évidemment, si on supprime le visa si le Togo supprime le visa pour les Éthiopiens qui veulent bien se rendre au Togo, et l'Éthiopie également sera obligée d'appliquer la réciprocité. On ne pouvait pas demander à un Togolais qui veut se rendre en Éthiopie un visa alors que l'Éthiopien qui veut se rendre au Togo n'a pas de visa à demander. Et donc, je pense que c'est une façon de mettre la pression sur les autres, mais c'est surtout de la concurrence, justement, parce qu'il y a cette concurrence économique, puisqu'on se dit, si les gens sont exemptés de visa, ça veut dire que euh, les gens qui voulaient aller, disons, en Côte d'Ivoire, voudraient plutôt se rendre au Togo plutôt qu'en Côte d'Ivoire, puisque ils verront que chez nous, au Togo, il y a plus de facilité de voyager. Les démarches ont été assouplies. Et donc, c'est pour cela que je pense que même si, en quelque sorte, il veut mettre la pression sur les autres, mais c'est surtout sur le plan concurrentiel qu'il faut voir les choses. Pour le citoyen ordinaire, euh, un bordereau à remplir en ligne 24 heures avant, cela reste une formalité. Alors, est-ce vraiment de la libre circulation ou simplement un visa allégé sous une autre forme? Euh, je dirais que de toutes les façons, vous ne pouvez pas permettre à des étrangers de venir dans votre pays sans aucun contrôle. Euh, Parce que le Togo a choisi cette voie-là de dire il faut remplir un formulaire en ligne 24 heures avant. Je pense que c'est une façon d'alléger. Mais pour d'autres pays, par exemple, vous pouvez venir et puis tout simplement présenter votre pièce d'identité à la douane. Ça veut dire au service d'immigration. C'était peut-être plus simple, ça aurait été le moyen le plus adapté à ce genre de situation s'ils veulent également que les gens se rendent facilement au Togo. Mais comme je disais tout à l'heure, les gens qui sont normalement concernés par cette décision du gouvernement togolais sont des gens plutôt fortunés et éduqués. Parce que j'ai vu que il parle des échanges économiques, il parle également peut-être des étudiants, il parle des gens de la culture. Ça veut dire que ce sont des gens plus ou moins éduqués, et donc ça ne cause pas de problème de remplir ce formulaire 24 heures avant le voyage. Mais je pense qu'il n'y aura pas de refus. S'il y avait un refus alors que vous avez rempli ce formulaire, ça veut dire plutôt que ce serait plutôt une sorte de contradiction de la part des autorités togolaises. Oui, ça aurait été plus simple de dire aux gens, vous venez à l'aéroport ou au service d'immigration si vous prenez la voie terrestre ou maritime.
ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, je pense également que ça ne cause pas beaucoup de difficultés aux voyageurs. D'accord. Alors, pour quitter le sujet, j'aimerais vous demander le fait d'avoir supprimé les visas, selon vous, est-ce une bonne ou une mauvaise chose et pourquoi? Je disais tout à l'heure que pour moi, le visa, je ne l'ai jamais compris. Comme les frontières d'ailleurs. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens ont décidé d'établir des frontières et quand il y a des frontières, d'exiger des visas et même des passeports aux gens qui veulent voyager, alors que justement le droit international protège, consacre le droit d'aller et venir. Alors si vous dites que les gens ont le droit d'aller et venir, d'aller où ils veulent, qu'ils veulent y aller, revenir, s'ils veulent s'y établir, alors que quand les gens veulent justement jouir de cette liberté qui est consacrée par le droit international et les droits internes, alors que les pays, les administrations causent des difficultés. Donc, si les gens suppriment des visas pour les gens qui veulent entrer sur leur territoire, je ne suis pas parmi ceux qui se plaindraient. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Il faudrait plutôt que tous les pays du monde aillent dans le même sens pour que les gens qui veulent voyager puissent le faire dans les conditions les plus optimales possibles. Mais pour l'instant, justement, vous savez combien d'Africains veulent quitter leur pays. Vous savez qu'il y a des pays qui ne délivrent pas de passeport à leurs nationaux. Alors que si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas voyager. Donc, il y a déjà des difficultés pour obtenir un passeport. Et puis, quand vous l'obtenez, il y a aussi encore plus de difficultés à avoir un visa pour aller quelque part. Et je ne parle pas des pays occidentaux, les pays de l'Afrique du Nord, les pays européens. Pour un Africain, c'est un parcours de combattant pour pouvoir s'y rendre. Pour des raisons peut-être économiques et des raisons également liées à l'immigration. Mais moi, je pense que pour moi, c'est une très bonne chose. Il faudrait plutôt que euh, les pays, les organisations régionales et même les organisations mondiales militent dans ce sens-là pour qu'il y ait des suppressions de visas afin de permettre aux citoyens du monde de voyager autant qu'ils le veulent. Alors, d'accord. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons quitter le sujet, Oui. euh, prendre la direction du Sénégal. Eh bien, depuis son arrivée au pouvoir en avril 2024, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait du dialogue une méthode de gouvernance. Alors, chaque 28 mai, le Sénégal célèbre la journée nationale du dialogue. Cette année, le format change un peu. Pas de grandes rencontres publiques, mais des audiences individuelles du 21, je dis depuis hier, au 31 mai, au Palais de la République. Un choix dicté par le calendrier religieux, à savoir la Pâque et la Tabaski qui tombent cette année sur la même période. Alors, les premières invités, c'était les anciens premiers ministres, les anciens ministres des Finances et de l'Intérieur. Voilà le décor planté. Alors, en 2024, le dialogue portait sur la justice. En 2025, c'est sur le système politique avec plus de 13 000 contributions citoyennes. En 2026, cette année donc, c'est un format resserré sans grande consultation publique. Est-ce une évolution ou un recul de l'ambition participative, selon vous? Je pense que le président sénégalais n'a pas dit que pour les années à venir, ce sera toujours le même format que cette année. Ça veut dire que pour lui, peut-être que j'ai pas lu tout le communiqué, mais c'est dans ce sens-là
que cette année, il y a des contraintes plutôt liées aux fêtes religieuses, les deux fêtes que vous venez de citer, et que donc il a préféré ce format-là, qui consiste à avoir des consultations plutôt individuelles, plutôt que des assises nationales, comme avant. Mais je pense que le dialogue national, c'est pas seulement sous la gouvernance actuelle que ça a commencé. Je crois que ça a commencé sous Macky Sall. Et que donc aussi les Sénégalais ont pris cette habitude de se concerter sur les grands sujets politiques et sociétals. Je pense plutôt que c'est une très bonne chose. Mais si on essaie de voir la politique interne du Sénégal maintenant, je pense que les, les fêtes nationales dont parlent les autorités sénégalaises ne sont plutôt qu'un prétexte. C'est que peut-être le climat politique ne s'y apprêtait pas. Déjà, il y a le climat, les relations déjà tendues. Donc, comme dans tous les pays du monde, il y a l'opposition, il y a des partis au pouvoir. Donc, les partis d'opposition, évidemment, ne fermaient pas la porte les années passées à ce genre d'assises nationales, puisqu'ils avaient la parole et ils veulent justement avoir leur mot à dire, puisqu'il y a beaucoup d'assistants et ils veulent se faire entendre. Ça veut dire que cette année-là, le président qui connaît également des difficultés avec son premier ministre ne veut pas qu'au cours de ces assises nationales, il y ait des discours, bien évidemment, contre son gouvernement venant de l'opposition classique, mais que peut-être également il pouvait y avoir des propos qui ne sont pas à son goût venant de son camp politique. Ça veut dire venant des partisans de Ousmane Sonko, son premier ministre. Vous avez vu récemment, il y a eu dans la presse et dans les médias les déclarations des partisans de Ousmane Sonko. Nous en parlions d'ailleurs dernièrement, quand le président a limogé le porte-parole de la présidence. Ça n'a pas plu à tout le monde. Alors, ces assises nationales auraient peut-être été l'occasion. J'essaie de me mettre à la place du président Bassirou Diomaye Faye. Il a pensé peut-être que ces assises nationales auraient été l'occasion pour non seulement ses opposants classiques, l'opposition, le parti de l'ancien président Macky Sall, mais également venant de son bord politique, les partisans du Premier ministre, qui viendraient également attaquer sa politique et sa façon de gouverner. Et donc, ça aurait été quelque chose de très catastrophique pour la politique sénégalaise. Et donc, s'il a préféré ce format-là et faire des consultations individuelles, je pense que c'est plutôt parce que sur le plan politique interne, ça ne se passe pas très bien actuellement. Et justement, ce n'est pas véritablement ça. C'est pour utiliser l'expression actuellement au Sénégal sur le plan politique. Est-ce que vous pensez que ce format ou sinon le dialogue de cette année, ce sera pour une sorte de réconciliation nationale, une démarche de réconciliation nationale de la part du président, essayer de réconcilier à chaque camp, y compris son camp actuellement. Je vais bien sûr parler de, voilà, de sa situation avec Ousmane Sonko, vous venez de l'évoquer tout à l'heure. Tout ça pris ensemble, on peut parler d'une démarche de réconciliation nationale. Oui, de toutes les façons, il y a déjà le dialogue. Le dialogue, c'est quelque chose de très important dans tous les pays du monde. S'il n'y a pas de dialogue, ça veut dire que c'est compliqué, on s'achemine où on est déjà dans la dictature. Mais si on privilégie le dialogue, si les gens se parlent, même s'il y a des problèmes, il y a une possibilité, une façon de trouver une solution
une solution négociée. C'est possible. C'est pour cela justement que le dialogue est très important sur le plan politique. Maintenant, est-ce que ça amène à la réconciliation? euh, C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous avez vu, par exemple, que on en a parlé également ici sur cette plateforme lorsque le président Macky Sall a présenté sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies, présenté par le président burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. Le gouvernement actuel du Sénégal ne l'ont pas officiellement soutenu. Jusqu'à présent, ils n'ont pas soutenu la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et je pense que le bord politique de Macky Sall ne l'a pas très bien pris, bien sûr, puisque il pouvait dire, même s'il y a des divergences politiques de façon interne, on va quand même dépasser les clivages et soutenir cette candidature, puisque quoi qu'il en soit, c'est notre compatriote, c'est notre ancien président, on va le soutenir. Mais ils ne sont pas allés jusque-là. Ce qui est bien sûr mal vu par le bord politique de Macky Sall, qui ne comprennent pas justement que les autorités sénégalaises n'ont pas dépassé ce clivage pour soutenir sa candidature. Alors vous voyez, déjà, c'est un obstacle à la réconciliation nationale sur le plan politique. Et maintenant, il y a ce clivage au sein même du bord politique du président Bassirou Diomaye Faye, au sein du parti PASTEF, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Il y a maintenant des bisbilles entre les deux hommes, entre Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas vu le début des négociations entre ceux qui soutiennent le Premier ministre et ceux qui soutiennent le président de la République. Ce qui est bien évidemment compliqué. Si on prend justement ces deux problèmes, ces problèmes qui existent d'abord entre le président et son opposition, les problèmes qui existent entre le président et son Premier ministre, on ne voit pas comment les assises nationales allaient permettre une certaine réconciliation. Parce que même s'il doit y avoir un dialogue, s'il doit y avoir des pourparlers, ça commence toujours en privé. J'espère qu'en privé, peut-être dans les coulisses, il y a des négociations qui se font, mais du moins, le grand public que nous sommes n'en a pas été informé. Donc, on ne va pas dire que ces assises nationales auraient permis la réconciliation. Je pense plutôt que c'est ce qui a poussé le président à choisir cet autre format plutôt que de convoquer des grands messes comme c'était le cas dans le passé. Eh bien, le fait que les partisans de Macky Sall ont refusé de participer au dialogue, n'est-ce pas là une erreur de leur part? Cela n'aurait pas été mieux qu'ils participent et puis pour discuter, n'est-ce pas, de cette candidature de Macky Sall, de voir dans quelle mesure il pourrait toutefois, enfin je veux parler du président Diomaye, il pourrait toutefois accepter, accompagner l'ancien président Macky Sall. Et aussi il faut rappeler que ce que Diomaye lui reproche, le président Diomaye le reproche, entre autres, c'est le fait que qu'il apprenne sa candidature de la part d'autres présidents ou d'autres personnalités. Lui-même, Macky Sall, ne l'avait pas informé du fait qu'il veut poser sa candidature au niveau de l'ONU. Peut-on aussi voir que par là un manque de respect de la part de l'ancien président Macky Sall? euh, Tout ceci mis bout en bout, forcément, le président Diomaye Faye ne l'accepterait pas forcément, voilà, de le soutenir, je veux dire. Et donc,
ce moment de dialogue ne serait pas, voilà, le moment propice pour pouvoir discuter justement de ce sujet-là et voir dans quelle mesure Diomaye et le gouvernement sénégalais pourraient il fois apporter son soutien à l'ex-président. Euh, je dirais que les deux bords politiques, il y a de la rancune entre les deux bords politiques. Vous voyez Mhm. déjà, le président Bassirou Diomaye Faye et même le premier ministre Ousmane Sonko n'ont pas oublié que le pouvoir de Macky Sall les a jetés en prison. Ils ont passé quand même Ouais. des mois et des mois en prison sous les accusations qu'ils qualifient de non fondées. Ils n'ont pas oublié cela, même s'ils sont arrivés au pouvoir. Le camp de l'ancien président Macky Sall ne digère pas cette façon de ne pas soutenir la candidature du président Macky Sall. Là aussi, il y a de la rancune. Alors, vous dites, est-ce que c'est une mauvaise décision qu'ils ont prise de ne pas participer à ces consultations nationales? Peut-être. Mais ils veulent justement rendre coup sur coup. Vous avez refusé de soutenir notre candidat. Pourquoi voulez-vous que nous venions participer à, je mets entre guillemets, à cette mascarade de consultation nationale? Donc, ça veut dire que tout simplement, c'est un, c'est comme des hommes qui sont sur un ring de boxe. Ils s'envoient des coups. Et donc, le fait de refuser de participer, simplement, c'est un coup également envoyé au visage du président. Tout comme lui, quand il a décidé de ne pas soutenir cette candidature, c'était un autre coup que lui aussi a envoyé. Sans oublier aussi qu'il y a euh, des, des divergences sur la dette du pays. Parce que la gouvernance actuelle accuse l'ancien président Macky Sall d'avoir accumulé des dettes et qu'il y a une dette qui serait cachée et que les, le pouvoir, surtout le Premier ministre, a dévoilé au grand jour. Ce que nie d'ailleurs le camp du président Macky Sall, qui met cela sur ce combat politique qui existe entre les deux camps. Donc, ça veut dire, même si ça devait être une mauvaise décision de ne pas participer à ces consultations nationales, je dis simplement que c'est une façon de rendre des coups à leurs adversaires politiques. Alors, une façon de rendre des coups hein, à leurs adversaires politiques. Comme on le dit en politique, tous les coups sont permis. Vivement que ces assises nationales apportent des fruits. Surtout, hein, ce qui compte véritablement, c'est entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Il faut d'abord que ces deux personnalités-là se réconcilient, que le président et son premier ministre se réconcilient avant même d'essayer de réconcilier les autres partis politiques et voir la population. Alors, disons que nous sommes presque arrivés à la fin de cet échange. Alors, chers confrères lycée, si vous avez un mot, hein, quelque chose à dire, ou bien la façon dont vous voyez l'issue de ce dialogue hein, national au Sénégal, comment est-ce que vous voyez l'issue au sortir à la fin, le 31 mai? Qu'est-ce que vous attendez forcément? Certes, vous n'êtes pas un acteur politique du Sénégal, hein, mais ni un Sénégalais d'ailleurs, et vous n'êtes pas au pays. Mais comment est-ce que vous voyez à la fin de ces jours, le 31, comment est-ce que vous voyez que, voilà, est-ce que, entre-temps, enfin, les, les, les membres, hein, s'il faut le dire comme ça, de l'ex-président vont, à un moment donné, accepter de participer, d'aller écouter ce qu'il, voilà, ce que Diomaye va leur dire, ou bien quelque part, les sujets
Premier ministre, président vont sortir? Est-ce qu'il y aura voilà, des concertations, des explications, des excuses par-ci, par-là? Comment est-ce que vous voyez l'issue de ces dialogues? Je voudrais d'abord abonder dans votre sens en disant qu'avant d'organiser des consultations au niveau national, le président d'abord devrait faire des efforts pour retrouver une solution à- aux différends qui existent entre lui et son premier ministre. Ça, c'est plus important. C'est plus important parce que justement, si vous avez deux personnalités à la tête de l'exécutif qui ont des mésententes au grand jour, ça veut dire que c'est compliqué. Et d'ailleurs, je pense que les consultations qu'il est en train de mener euh, peut-être vont également se pencher sur cette question cruciale entre les deux éminentes personnalités de l'exécutif sénégalais. Maintenant, il a dit qu'il va mener ses consultations depuis le 21 jusqu'au 31 à la fin du mois. Qu'est-ce qui va Oui. sortir de ces consultations? Je pense déjà si le principal parti d'opposition a refusé de participer, euh, ça, ça veut dire qu'on pourrait avoir, Et c'est déjà un échec. je dirais, un échec. Peut-être que c'est un mot un peu lourd, mais c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faudrait prévoir les choses. Mais en politique, vous savez, c'est la communication qui compte. À l'issue des consultations, je pense qu'il va y avoir un communiqué du gouvernement ou de la présidence qui dira justement qu'il y aura que des consultations ont porté des fruits, mais il y aura également des communiqués de l'opposition, surtout du parti de l'ancien président Macky Sall, APR, qui dira que les consultations ont été un échec. Donc, ça veut dire qu'on sera dans une impasse, à moins que justement les partisans de Macky Sall acceptent peut-être en cours de route de rejoindre ceux qui auront accepté de faire ces consultations. Mais on risque, à mon sens, de voir le camp de la présidence dire que les consultations ont été fructueuses et de voir dans l'opposition les gens qui disent que les consultations n'ont servi à rien. Et on sera malheureusement dans une sorte d'impasse politique et au grand public, euh, les gens du grand public comme nous verront effectivement que c'est l'opposition qui aura raison, puisque vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu des points positifs issus de ces consultations alors qu'il y a des gens qui les critiquent et qui n'ont pas voulu participer. D'accord. Merci beaucoup, cher confrère Anissé. Exceptionnellement, comme on le dit, une fois n'est pas coutume, ce week-end, c'est la fête de la Pentecôte, la semaine, c'est la Tabaski. Exceptionnellement, hein, si vous avez un mot à l'endroit de fidèles chrétiens, également de nos amis musulmans, ce serait quoi? Je souhaite à tous ceux qui nous suivent de très belles fêtes, chacun à sa confession, bien évidemment, selon la foi de chacun, que ce soit les chrétiens avec la fête de la Pentecôte, que ce soit également la fête de la Basque pour les musulmans. Je souhaite à chacun et à chacune de ceux qui nous suivent de très bonnes fêtes et un excellent week-end. Merci beaucoup, c'est dit. Le message est bien passé. Et, merci beaucoup à vous, messieurs et dames, de nous avoir suivis, d'être là toujours sur cette plateforme, de nous accorder et de nous donner toujours de la force. Continuez toujours par le faire. Partagez, commentez, faites-nous des retours, pourquoi pas. Alors, c'est la fin de cette émission de regard sur l'Afrique de ce jour. Merci beaucoup, chers confrères, merci. Euh, on se dit à très bientôt. Sinon, À, un très bon week-end à vous et voilà, à tous ceux qui nous suivent. à très bientôt. Merci beaucoup, Prudence.